Oui, bonjour à tous et bienvenue à notre congrès numérique 2020. Et nous avons une heure à partager avec nos jeunes représentants, parce que, comme vous le savez, le devenir d'une profession, la place des jeunes est extrêmement importante. Et dans notre profession, il y a deux institutions représentant les jeunes. Il y a le CJEC. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Steven Pariante, le président national du CJEC. Bonjour Steven. Bonjour Jean-Luc. Et puis à l'annexe, les futurs diplômés. Et j'ai aussi le plaisir d'accueillir Adrien de Coster, qui est son président national. Donc nous avons les deux représentants nationaux, donc c'est parfait. Et puis nous avons voulu faire cet échange avec vous deux, Adrien et Steven. Et on va échanger avec vous avec les trois têtes de liste de notre syndicat au niveau national. Il y a Jean-François Malène, qui est donc notre candidat à la présidence à la Compagnie nationale. Et puis il y a Lionel et moi-même, Lionel Canesi et moi-même pour la présidence du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Voilà. Bonjour à tous. Et donc, je souhaite, bien sûr, avec vous, c'est d'avoir les échanges les plus libres. Hein. On se connaît, on se croise assez souvent. Et d'avoir donc des questions un petit peu comme des questions un peu en forme de ping-pong. On va vous poser des questions, vous, au niveau des jeunes, vous allez nous en poser, et puis on va essayer de répondre, encore une fois, essayer de se compléter pour bien comprendre les attentes de chacun. Alors, je vais commencer par Steven et Adrien pour vous poser cette première question. Déjà, quelles sont vos motivations pour devenir expert comptable et commissaire aux comptes? Est-ce qu'il y a des craintes aussi? Et qu'est-ce que vous attendez finalement des institutions? Vous êtes des jeunes. Comment vous interprétez le rôle des institutions? Qu'est-ce que vous attendez d'elles? Les institutions, pour nous, déjà, bonjour à vous trois et Adrien, bien évidemment. Le rôle pour nous des institutions, c'est de nous défendre, de nous représenter. On a plus besoin que jamais d'être représenté. On le voit avec la période qu'on est en train de vivre, qui est assez fatigante, assez usante pour l'ensemble de nos confrères et consoeurs. Et on a besoin d'un ordre, en tout cas, qui nous défende, qui nous écoute et qui représente nos envies, nos souhaits et qui nous aide à exercer notre profession de la manière la plus simple et la plus évidente possible. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment de ne pas avoir ce soutien ou pas suffisamment? Il manque quelque chose? Alors, vous savez, nous, merci belle entrée en matière. Jean-François, merci pour cette entrée. Non, mais alors, vous savez, nous, on est un club, on ne fait pas de politique. C'est pas la question, c'est de savoir s'il vous manque des choses. Alors, ce qui manque, je pense qu'on va en discuter pendant cette heure-là, mais ce qui manque, c'est pas un côté, encore une fois, je tiens à préciser, c'est pas un côté ni politique ni syndical. Hein. Oui, c'est une vision de la profession qui, à mon sens, on doit être plus reconnu par le monde économique, on doit être plus reconnu par le gouvernement, par l'administration fiscale. Quand on voit ce qui s'est passé, moi, je suis assez en colère, je termine cette période fiscale assez en colère. Et encore une fois, il n'y a rien de politique là-dedans. Mais je trouve que la manière dont ce qu'on nous impose de vivre à tous, c'est-à-dire penser déclaration, enfin je veux dire, on a tous une obsession depuis le début du confinement, c'est aider les entreprises, ça s'est fait en 2 temps, aider les entreprises à survivre et aider les entreprises à sauvegarder des emplois et finir nos bilans. Enfin, je veux dire, voilà en quoi a consisté les 3 derniers mois pour un expert comptable en France. Et à côté de ça, quand on voit, je reprends cet exemple, mais quand on voit les difficultés qu'on a rencontrées à se faire comprendre par les clients sur un truc tout simple, hein, les déclarations au 30 juin pour les professionnels. Rien que pour expliquer aux clients que ce n'est pas le 4 juin, ce n'est pas le 12 juin, c'est le 30 juin, on a passé un temps fou et ce temps-là, on aurait pu l'utiliser pour le coup à faire les déclarations. Parce que moi, je ne sais pas, mais je pense qu'on a passé autant de temps à faire les déclarations qu'à expliquer que ce n'était pas le 4 juin. Il y a ce premier point. Et en plus, on est dans un monde où, et je terminerai par là, mais on est dans un monde où les impôts et le gouvernement, l'URSSAF, ils ont tous compris comment ça marchait les SMS et comment marchaient les mails. Et alors, cette année, je ne sais pas, mais j'ai le sentiment qu'ils ont envoyé encore plus de mails pour dire que c'était le 4 juin alors que c'était le 30 juin. Donc, je veux dire, l'exercice de la profession, ça devient extrêmement compliqué.
Mais Steven, tu as complètement raison. Là. Je vais m'exprimer non pas en tant que candidat ECF à la présidence du Conseil sup, mais en tant que président du Conseil régional de PACA. Et donc, en tant que président, je suis apolitique quelque part, puisque je représente les 2000, un peu plus de 2000 experts comptables de la région. On a passé cette période compliquée. Je l'ai dit hier soir sur la plénière, sur les rôles des institutions. En fait, la priorité, c'était de récupérer les différents textes, de les analyser, de les décrypter pour les envoyer à la profession, parce que chaque cabinet individuel n'avait pas le temps matériel d'aller à la pêche aux informations, de décrypter les textes, pour pouvoir derrière accompagner encore mieux ses clients. Parce que notre défi dans cette première période de cette crise, ça a été d'accompagner les clients à passer la crise. Après, on va se projeter sur comment on va préparer la reprise. Mais ça a été cette partie-là. La deuxième étape, ça a été de dire, il y a des textes qui sortent, mais nous, avec notre expertise des TPE-PME, notre expertise du monde de l'économie, faisons des propositions d'amélioration. Et c'est ce que le Conseil régional PACA a fait. Par exemple, on a été les premiers à découvrir que l'activité partielle ne couvrait pas grand monde. En fait, elle avait une couverture partielle comme l'activité. Ce qui a mis le bordel très fort dans le bâtiment. Et la Fédération du bâtiment du Var, avec la circulaire que le Conseil régional a envoyée, a écrit au ministre. Et derrière, on a réussi à faire débloquer les choses. Pareil sur le volet 2 du FSE. Mais voilà, cette période a été folle. Et notre action au niveau du Conseil régional et au niveau de CF, et ça c'est Jean-Luc qui portait au niveau de CF, ça a été très vite d'alerter le gouvernement en disant « Attendez, on est en période fiscale, les déclarations, ce n'est pas notre priorité aujourd'hui. Notre priorité, c'est sauver l'économie. Et je vous rappelle que les TPE-PME, c'est 90-95% du tissu économique de notre pays. Les déclarations, ça attendra. Donc, on a demandé très vite des reports de délai. Donc, on a obtenu ces reports de délai au 30 juin. Mais bon, de ce qu'on sait des discussions et des négociations qu'il y a pu avoir au plus haut niveau, ce n'était pas forcément les demandes de départ, quoi. Le problème, en fait, ce que tu dis, Steven, ce qu'il faut, c'est que notre institution, elle est en son sein des consoeurs et des confrères qui exercent encore le métier. Il ne faut plus qu'elle soit complètement déconnectée de la réalité. Ça, c'est important. Il faut que notre profession elle soit respectée, qu'elle soit consultée, qu'elle soit écoutée. Mais pour ça, il faut être capable de se lever à un moment donné et dire les choses en face au ministre et à l'environnement et à l'économie. Il faut arrêter de se cacher, clairement. Il faut qu'on soit respecté. Et si on se fait respecter, notre profession elle a un avenir extraordinaire. Voilà, c'est ça qui est important. C'est sûr qu'aujourd'hui, 30 juin, on est tous la tête dans le guidon. Mais j'ai presque envie de dire, mais il faut que ça s'arrête. Parce que si on avait obtenu qu'un juillet, en fait, le 13 ou le 14 juillet, on aurait eu la même discussion en disant qu'on était encore la tête dans le guidon et qu'on ne s'en sort pas. Donc, je crois qu'il faut qu'on arrive à clôturer cette période fiscale, que les experts comptables et leurs équipes prennent un peu de repos aussi, parce qu'on a besoin de souffler, et qu'on se projette pour avancer. Et ça, c'est capital. Oui, un autre sujet pour rejoindre ce que disait Steve, parce que Steven, on a vécu visiblement les mêmes choses tous. Ce que j'ai regretté, c'est qu'on a eu l'occasion de remercier, de valoriser un bon nombre de professions, alors évidemment tout secteur médical, mais d'autres professions ont été mises en avant. Et le travail de l'expert comptable, c'est-à-dire votre travail, le mien, n'a pas été reconnu, voire même a été un peu dénigré, puisque j'ai lu un post de M. Darmanin qui disait que si l'expert comptable n'arrivait pas à faire les déclarations, l'administration était tout à la disposition des entreprises. Ce qui s'est avéré être un peu le contraire en réalité, mais ça vous le savez. Mais j'aurais aimé qu'on profite de ce moment aussi pour montrer la proximité que les experts comptables ont avec leurs clients. Toute la partie, moi j'appelle ça la calinothérapie, qu'on a dû faire dès le 17 mars pour arriver à trouver avec eux des solutions pour qu'ils redémarrent le plus vite possible pour ceux qui avaient dû s'arrêter sous la pression de leurs salariés. Donc ça, on l'a fait, on l'a tous fait, et ils nous disent, nos clients. Et je trouve que ça n'a pas été reconnu par nos gouvernants, et ça n'a pas été peut-être assez mis en avant, je ne sais pas, par les institutions. Alors Lionel, je sais que tu as beaucoup fait de choses, etc. Mais à l'évidence, moi j'ai entendu Emmanuel Macron saluer les plombiers qui sont venus réparer des éviers dans les maisons alors que c'était confiné, mais je n'ai pas entendu qui que ce soit saluer le travail des experts comptables pour accompagner les entreprises. Donc, je suis d'accord. Après, on n'a pas besoin de ça. On a fait notre travail parce que c'est notre travail. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Simplement, quand tu demandes un soutien, tu as raison. Je pense que tous les professionnels auraient aimé un peu plus de soutien.
après, les médias en ont parlé, mais en fin de période de crise. Et déjà, là, positionnement jeune, j'ai envie de dire, si on choisit cette profession, c'est aussi parce que l'expert comptable et le commissaire aux comptes sont des acteurs de l'économie. Donc ça, c'est important. Donc je rejoins un peu les propos qui ont été dits, hein, d'être aux côtés des chefs d'entreprise, peu importe TPE, PME, c'est très important pour nous. Par contre, moi, je suis un peu moins inquiet pour l'avenir, hein. Vous nous avez demandé, Jean-Luc, si nous avions des craintes, en fait. La profession, elle a toujours su s'adapter et je pense qu'elle le fera demain. Après, à nous de garder le contact avec le client et peut-être aussi de changer notre façon d'exercer. J'entends par là peut-être que il faut aller vers du full numérique, ça j'en suis convaincu. Enfin, pour moi, les cabinets qui n'y sont pas aujourd'hui, c'est dangereux. Et là-dessus, moi, je pense que cette période de crise, en fait, ça a été un peu une opportunité. Ça a permis, voilà, aux derniers retardataires, j'ai envie de dire, de prendre le wagon numérique. Et peut-être qu'on ira vers des missions vraiment d'accompagnement et de IDAF, pourquoi pas. Je pense qu'on l'a joué durant cette période de crise, en fait, aux côtés de nos clients et peut-être au détriment du déclaratif, mais ce n'est pas le plus important pour moi. Je rejoins Lionel, c'était vraiment de sauver l'économie, quoi. Mais je crois que, en effet, il y a beaucoup d'inquiétudes chez les confrères avec cette crise. Mais je crois, alors, encore une fois, comme je le dis souvent, on s'en serait bien exonéré de la crise parce qu'il va y avoir un peu de casse au niveau des clients et de toute façon, c'est de la perte de valeur. Mais par contre, ça va être un accélérateur, comme tu le dis, Adrien. Ça va être un accélérateur et ça va en effet accélérer des chantiers sur le numérique, sur le management, etc. Donc, je crois qu'il faut profiter de ces vecteurs d'accélération. Mais je suis complètement d'accord avec ce qui est partagé. Alors, on va peut-être on va dérouler les questions, sinon, voilà, il y a plein de choses à dire. Je peux rajouter, nous, on a quand même une attente, hein, parce que je n'ai pas répondu à cette partie de question. Donc, nous, la seule attente en fait qu'on voudrait, c'est que voilà, toute la profession, en fait, que ce soit l'ordre, la compagnie ou même les syndicats, en fait, s'unissent justement dans cette démarche-là, en fait, pour construire l'avenir et de manière consensuelle, quoi, en fait. Et nous, on sera aux côtés, voilà, des instances pour aussi construire la profession de demain s'il le faut. Alors, de manière consensuelle, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a différents courants de pensée ou de stratégie, hein. Il y a par exemple, et je sais que vous êtes politique, donc c'est normal, mais il y a à la fois notre syndicat, on représente exclusivement les cabinets libéraux. Il y a l'autre syndicat, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, il y a des sujets, bien sûr, où on se retrouve. Il y en a d'autres où il y a des différences d'appréciation fortes sur l'audit. En tout cas, je veux dire, de toute façon, le propre d'un syndicat ou d'une institution, de toute façon, c'est de gérer le présent et surtout d'imaginer l'avenir. Et où je vous rejoins, moi, je suis très optimiste sur l'avenir de la profession. Par contre, il faut bien négocier le virage parce qu'on avait déjà beaucoup de défis à relever avant la crise. Et là, je parlais d'accélération, ça a aussi accéléré et amplifié les défis. Ça aussi, il faut aussi le connaître. On a moins de temps. Par exemple, sur le numérique, on a moins de temps. Mais par contre, ce qui est hyper important, cette accélération sera bénéfique parce que la fracture numérique, ça peut être terrible pour un tas de petites et moyennes entreprises ou de petits cabinets. Et on l'a bien vu là aussi avec le confinement, c'est-à-dire les cabinets qui ont eu des difficultés, c'était ceux qui étaient généralement le moins avancé en outils numériques. Donc ça, faut, comme on veut, nous, avec Lionel et Jean-François, aider l'ensemble des cabinets, y compris ceux de petite taille, il faut que chacun ait cette agilité et puis travailler sur le numérique, sur le management, etc. Donc les défis sont aussi amplifiés. Mais ça, c'est comme ça. C'est comme toute… Moi, je rejoins Adrien et tu as raison d'être optimiste. Quand on regarde l'histoire de notre profession, quand j'étais un petit garçon, on paraphrasait Sardou, mais c'était le siècle dernier, ma mère avait un commerce. L'expert comptable venait tous les mois. Il s'installait dans le dépôt derrière, sur un petit bureau. Il faisait, j'imagine, la déclaration de TVA. Il passait la demi-journée. Et après, il avait semblant de faire la déclaration de TVA. C'est possible. En tout cas, je n'ai jamais eu de soucis. A priori, à un moment, on n'a pas eu de soucis, semble-t-il, donc il veut bien travailler. Toujours est-il qu'après ce temps de travail tout seul dans ce bureau un peu sombre, parce que c'était le dépôt, il venait passer un grand moment de discussion avec ma mère. Je ne sais pas de quoi il parlait, j'étais tout petit, mais j'ai ce souvenir de quelqu'un de très proche qui l'aidait au quotidien, enfin tous les mois, dans son travail.
tout a évolué. Et notre profession, ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est le don que chacun de nous, on peut faire pour la profession. Je crois qu'on est une des rares professions, on a autant de personnes qui donnent du temps pour la profession, dans les instances, dans les associations, dans les formations, etc. Et ça, c'est une vraie force. Et elle ne va pas s'arrêter là. On a évolué sans arrêt, on a eu cette capacité à nous réinventer, à nous renouveler, malgré toutes les contraintes qu'on a eues, qu'elles soient réglementaires ou économiques, ou même d'évolution de la société. Donc là, il y a un nouveau tournant, mais on est déjà en train de parler d'après-demain à travers ce que vous dites. Donc on va y arriver, c'est sûr. Déjà, on a démarré. Donc, je dirais en réponse, j'aime bien dire les choses comme je les pense, hein. Je dirais en réponse, et Adrien, je te répondrai, Adrien, l'optimisme n'est pas l'angélisme. Il ne faut pas être angélique. C'est-à-dire, l'optimisme, il faut aller le construire, le chercher. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir aussi quelques craintes. Il ne faut pas effacer la loi Pacte. Hein, ça a été quand même un traumatisme pour les professionnels, etc. Il ne faut pas effacer le risque qu'on peut avoir sur le… Voilà, il y a aussi beaucoup d'inquiétudes au niveau des professionnels, y compris des jeunes que je rencontre. Donc voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer à… cette fois-ci, c'est vous qui nous posez une question. Sinon, voilà. Bon, on pourrait en parler pendant 1 heure de ce sujet. C'est un vaste sujet, mais intéressant. Merci. D'ailleurs, on va prolonger la réunion. Ouais. Donc, moi, je vais continuer cette table ronde, mais voilà, je vais rester sur une bonne nouvelle. Donc, l'Annex a lancé une enquête très récemment et elle se termine le 5 juillet. Donc, au niveau national, on a lancé auprès des stagiaires et mémorialistes. Et là, on a déjà des grandes tendances qui ressortent. Et la bonne nouvelle côté formation, en fait, c'est qu'il y a les 2 tiers des répondants en fait qui sont satisfaits, voire très satisfaits de leur stage. Donc ça, je pense que l'on peut s'en réjouir. Après, avant de vous poser la question, nous, on se pose quand même aussi des questions en interne. C'est en termes, par exemple, d'attractivité. En fait, c'est pour rendre la profession attractive, quels sont les items pour nous qui sont importants? Pour nous, premièrement, ce serait de savoir garder les talents et toutes les personnes dans la profession. Parce que malheureusement, on constate que y a la moitié des diplômés en fait, du DEC qui nous quittent. Donc ça, vous le savez mieux que moi et c'est dommageable, je trouve. Et le deuxième point qui est important pour nous, c'est la communication. Nous, on pense que les personnes qui sont stagiaires, mémorialistes et même diplômés doivent être les ambassadeurs de la profession. Donc ça, c'est des points qui nous tiennent à cœur. Et quand on a dépouillé donc les premières tendances, en fait, on a fait un constat qui est assez étonnant et ça concerne notre formation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de soft skills et il s'avère qu'en fait, 32% seulement des répondants là souhaitent se former à ces soft skills et une large majorité, on est aux 2 tiers, là, 66%, demandent des formations techniques. Donc là, c'est une question que je vous pose à tous. En fait, c'est comment vous analyserez ce point sur la formation, en fait, cette demande de formation technique et non de soft skills? Alors, je peux commencer à répondre. Je peux commencer à répondre, mais très vite, et puis je vais laisser la parole à Lionel. Enfin, un sondage ou une étude où je trouve où on remet les pieds sur terre. Parce que autant les soft skills ont pour moi de l'importance, autant je trouve que depuis quelques mois, on leur avait donné une importance complètement exagérée, à mon sens, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est aussi des métiers techniques. Alors, bien évidemment, la technique ne suffit pas, il y a l'histoire du comportement, etc. Mais moi, j'étais un peu surpris de cet engouement pour les soft skills, parce qu'on ne parlait plus que de ça, on parlait d'intelligence artificielle et de soft skills. Donc, c'était assez ennuyé finalement. Et donc, Adrien, la restitution du sondage que tu nous dis, voilà, je trouve qu'il y a une bonne pondération et ça rappelle qu'il y a aussi une volonté d'avoir du technique. Lionel? Oui, moi j'ai le plaisir d'avoir été pendant 2 ans contrôleur national du stage dans la mandature précédente et pendant 4 ans président du comité attractivité, le seul qu'il y a eu dans l'histoire du Conseil supérieur, où on a travaillé sur ces sujets. Ce qui est important, et ce sondage le montre bien, c'est qu'avant tout, les experts comptables, on a besoin de bons techniciens pour être capables de bien conseiller nos clients. Ça, c'est la première des choses, et on le voit bien dans tous les événements qu'on organise. Qu'on soit stagiaire, qu'on soit diplômé, les formations techniques sont bien au-dessus des autres. Après, on a aussi des besoins comportementaux. Et c'est là où, à mon avis, il faut faire évoluer le stage. Il faut faire évoluer le stage sur le marketing. Il faut faire évoluer le stage sur la communication, technique de communication.
il faut faire évoluer ça sur les techniques de management. Il ne faut pas oublier qu'un expert comptable, c'est un technicien, ok, il a besoin de son bagage technique pour conseiller ses clients, mais c'est aussi un chef d'entreprise. Et c'est aussi un chef d'entreprise qui est au service d'autres chefs d'entreprise, qui fait bénéficier de son expérience, de la visibilité qu'il a sur plusieurs secteurs d'activité pour accompagner au mieux ses clients. Et il nous manque en fait ces parties-là. Je le vois au Conseil régional PACA, on a lancé le premier club management de la profession. Ça fait un carton parce que les consoeurs et les confrères, ils ont besoin de clés pour comment je manage les équipes, comment je me manage moi-même, qui je suis. Déjà se poser la question, quel manager je suis. Ça, c'est important. Puis après, sur la partie communication de la profession, moi, je suis contre toutes ces campagnes de com à coups de millions, de spots télé qui sont des one-shots et qui en fait ne servent à rien. La meilleure communication, c'est nous, les 22 000 experts comptables de France. C'est notre comportement au quotidien, notre comportement au cœur de l'économie, comment on se comporte avec nos clients, comment on se comporte en dehors dans la société, l'investissement qu'on a dans différents milieux, certains dans les Rotary, d'autres dans le sport, voilà, et de voir qu'un expert comptable, il est capable d'accompagner. Et puis nous, les institutions, on doit montrer qu'on est au cœur de l'économie. C'est la plénière de tout à l'heure avec Jean-Luc et Renaud Muselier. C'est d'aller sur tous les plateaux télé, d'expliquer ce que nous sommes, qui nous sommes, ce que nous faisons. C'est ça la meilleure publicité. Regardons, voilà, je le dirai encore tout à l'heure et je l'ai dit hier, mais réforme des retraites, qui mieux qu'un expert comptable peut être sur les plateaux de télé pour expliquer les enjeux de la réforme des retraites? Présence des experts comptables dans cette période, zéro. Covid, expliquer comment on passe la crise, qu'il faut prendre les aides, décrypter les aides, le PGE, l'activité partielle, les différentes aides, les différents fonds. Qui mieux que les experts comptables? Personne. Qui était présent sur les plateaux télé au niveau national? Personne. C'est là où il faut qu'on gagne. On est dans une société de communication et les experts comptables ils doivent communiquer, ils doivent enfin sortir de l'anonymat. C'est ça qui est important. Et là, on gagnera l'attractivité. Mais moi, je ne suis pas inquiet parce qu'on a deux enjeux pour l'avenir. Si on passe ces deux enjeux, la profession elle a un avenir radieux. Le premier enjeu, c'est le numérique. Si on est capable d'aller vers notre indépendance numérique, on n'a aucun souci. Et le deuxième enjeu, c'est la formation des collaborateurs. On est tous en manque de collaborateurs. Et on a un autre enjeu avec les collaborateurs, c'est attirer les nouveaux talents, mais c'est aussi nos collaborateurs actuels, les former au changement, les accompagner au changement. Voilà, c'est ça qui est important. Après, je rejoins Jean-Luc. Hein. Les soft skills, c'est bien. C'est comme la blockchain au numérique. On nous en parle, la blockchain, la blockchain, la blockchain. Moi, j'attends toujours d'avoir des exemples pratico-pratiques sur la blockchain. Les soft skills, c'est pareil. Hein. Nous faire travailler les dessins, les ci, les ça, c'est pas ça qui va nous accompagner pour mieux conseiller nos clients. Voilà. Il faut qu'on soit vraiment sur cette utilité aux clients. C'est ça notre avenir. Et simplement, peut-être pour un point de complément, sur l'attractivité, et ça, souvent, on le dit avec Lionel, la pire des choses, c'est des confrères qui se plaignent de leur période fiscale, etc. Parce qu'ils ne sont pas bien, parce qu'ils travaillent comme des fous, etc. Comment on veut attirer si on ne vend pas bien son métier? L'attractivité, il y a un côté intrinsèque quelque part. Ça se travaille déjà en intérieur au niveau du cabinet, etc. Et donc, c'est le rôle des institutions, c'est aussi d'essayer de changer le comportement à la vie des confrères. Et c'est un chantier colossal. Mais la première des choses, l'attractivité, ça commence déjà au sein d'un cabinet. Le dirigeant, le manager qui vend son cabinet, qui vend et qui vante son cabinet. Je suis entièrement d'accord et je rebondirai, mais il y a aussi un point très important, c'est pour le vendre, il faut qu'il soit vendable. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut que l'exercice de la profession, quand on voit le métier des collaborateurs, ce qu'ont subi les collaborateurs pendant la crise, et ça risque puisque la crise risque de continuer, ça risque d'être un peu la même chose un peu plus tard. Mais il faut rendre aussi l'air respirable dans l'antichambre qui est la comptabilité, puisqu'on parle de conseils, d'accompagnement, mais notre point d'entrée, ça reste et ça restera la comptabilité. Et donc, il faut qu'on ait, pour attirer des gens, il faut que le travail soit plaisant, soit aussi agréable et soit attractif pour les collaborateurs. Là, aujourd'hui, moi, je me mets à la place d'un collaborateur. Je me dis, vu ce qu'ils ont fait, comme ils ont travaillé, je me demande qui est prêt à revivre ça une deuxième fois. C'est aussi à nous à faire en sorte que ce métier soit plus agréable aussi à exercer. Et Steven, tu as raison, mais pour ça, il y a deux pistes. Et une première piste, c'est le numérique. C'est-à-dire aujourd'hui,
une grande partie du temps que passe un collaborateur, c'est de la saisie, du pointage, de la déclaration de TVA. D'accord? Donc, si le numérique nous fait gagner ce temps-là, le collaborateur, il aura du temps disponible pour accompagner encore plus les clients. Et puis, il faudra, nous aussi, qu'experts comptables, on soit capable de valoriser nos collaborateurs. Après, sur la notion de période fiscale qu'on vient de vivre, je pense qu'il faut aussi qu'on se rende compte de quelque chose. Déjà, je pense qu'il faut qu'on arrête de s'auto-flageller. Souvent, et Jean-Luc a raison, on est les premiers à dire du mal de notre profession. Ça, il faut arrêter. Mais je pense que nos collaborateurs, enfin moi, c'est ce qui ressort des discussions que j'ai avec les miens et avec ceux qui peuvent me remonter par le conseil régional, ils ont aussi un sentiment très fort d'appartenance à une profession qui a accompagné les gens. Il y a aussi cette fierté d'avoir sauvé leurs clients, cette passion d'accompagner leurs clients. C'est pour ça aussi qu'on fait tous autant d'heures, parce qu'on est dévoués. Et la plupart des 22 000 experts comptables qui se sont engagés comme jamais personne s'est engagé auprès des entreprises pour les sauver dans cette crise, je pense qu'on peut être fier de cet engagement. La plupart l'ont fait bénévolement parce qu'ils ont voulu sauver leurs clients. Voilà, donc il y a aussi ce sentiment. Voilà. C'est pour ça que quand on disait tout à l'heure sur la communication qu'il nous manque la reconnaissance du gouvernement, des pouvoirs publics, mais quelque part, moi j'ai presque envie, oui, il le faut, mais ce n'est pas le plus important. La meilleure reconnaissance est celle de nos clients. Voilà, c'est ça qui est important. Et parmi les bonnes nouvelles, on a été certainement une des professions les plus rapides à basculer en tout numérique, c'est-à-dire dans les 2 heures qui ont suivi les décisions du confinement, tout le monde s'est retrouvé chez soi installé avec un système et une connexion à distance et le travail a repris parce qu'on est déjà dedans depuis longtemps avec les outils qu'on a mis en place tous les cabinets, ce qui n'était pas le cas de beaucoup d'autres professions et qui a pu poser d'autres problèmes, notamment les administrations. Elles n'étaient pas équipées avec des systèmes mobiles pour aller travailler à la maison. Donc ça aussi, c'est un point fort de notre profession pour aider nos entreprises. Adrien, tu voulais réagir? On va peut-être rajouter… Ouais, en fait, je pense que durant cette période, c'est important ce que dit Steven, je pense, et c'est pas une crainte pour l'avenir, mais je pense qu'il faut qu'on y soit vigilant. C'est sur la santé aussi de tout le monde, tous ceux qui travaillent dans des cabinets, ça c'est important. Bien valoriser leurs actions. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'est cher. Et là, on a remarqué aussi, on est passé du statut de comptable à expert comptable aussi. C'est bête, hein, mais voilà, les clients qui nous appelaient voilà, comptable, bah non, en fait, c'est mon expert comptable qui est à mes côtés, quoi. Et ça, je pense que c'est important. Au-delà de la reconnaissance du gouvernement, effectivement, c'est l'image qu'on renvoie vis-à-vis de nos clients, quoi. Et justement, un peu dans le même ordre d'idée, même si on ne suit pas exactement ce qu'on avait défini, mais ce n'est pas grave. Comme Jean-François avait la parole, sur cette histoire d'évolution de la profession, etc., on a parlé pas mal d'expertise. C'est quoi votre sentiment ou vos questions par rapport à l'audit? L'audit, parce que la loi Pacte est passée par là. J'ai beaucoup de jeunes que j'ai croisés qui espéraient faire le métier d'auditeur. C'est plus difficile aujourd'hui. C'est quoi votre action ou les questions que vous souhaitez nous poser là-dessus? Et prioritairement, Jean-François, bien sûr. Loi Pacte, oui, effectivement, on en a parlé, ça a bouleversé voilà, la profession au printemps 2018. Moi, j'aurais déjà voilà, une question qui m'est posée, ça concerne les heures de CAC, en fait. Au sein du cursus, il y a quand même 21% à peu près des répondants qui pensent que ça va avoir un impact. Donc ça, voilà, il y a quand même une grosse part d'inquiétude. Par contre, ce qui est assez encourageant, c'est qu'il y a très peu de personnes en fait qui ne veulent pas exercer en tant que commissaire aux comptes après l'obtention du diplôme. Donc, mais vraiment la grosse interrogation, ma première question, ce serait voilà, comment on pourrait faire pour faire les heures de commissariat aux comptes durant le stage, quoi, en fait, avec cette loi Pacte. Ouais, c'est un vrai sujet. Après, tu l'as dit, la profession a été bouleversée au sens moral du terme l'année dernière avec la sortie des textes un peu précipitamment et puis des NEP qui sont arrivés derrière qu'on a découvert. On ne sait encore pas trop d'ailleurs comment on va les utiliser. Dans les faits, est-ce qu'il y a beaucoup de mandats qui ont déjà disparu? Oui, bien sûr. Mais on voit qu'avec des organisations de petits groupes que les entreprises ont pu faire, il y a toujours un petit peu de travail à faire et notre métier va tout doucement évoluer. Je ne suis pas trop pessimiste sur la possibilité des cabinets qui ont quelques mandats de pouvoir en conserver. Là où il y a peut-être une crainte à avoir, et tu as complètement raison, parce que c'est dommageable pour les stagiaires, mais aussi c'est dommageable pour les cabinets
qui trouveront moins facilement des stagiaires s'ils ne peuvent pas leur proposer de faire du commissariat aux comptes. Tu viens de le confirmer, c'est une vraie volonté des stagiaires. Et donc le risque, c'est que des cabinets qui étaient pas très motivés par le commissariat aux comptes, qui le faisaient pour rendre service, ça arrive de temps en temps pour un confrère qui nous dit bah, tiens, prends le mandat de commissaire aux comptes, ils risquent de définitivement abandonner. Moi, je mets en garde, si je peux, l'ensemble des professionnels, ne faites surtout pas ça, gardez des mandats de commissariat aux comptes. C'est une façon de compléter notre métier, de réfléchir un peu différemment sur des problématiques comptables de temps en temps et d'avoir le recul nécessaire pour bien accompagner nos dirigeants quand on est expert comptable à notre tour. Ça, c'est indéniable. Et c'est surtout aussi une chance pour nos stagiaires de pouvoir progresser. Donc, c'est 200 heures le stage, 200 heures de commissariat aux comptes pour pouvoir valider dans le cadre du stage le commissariat aux comptes. On sait que c'est notoirement insuffisant, mais ça permet à chacun de pouvoir le faire, de découvrir ce que c'est. Et ce qu'on constate, c'est que l'ensemble des stagiaires, lorsqu'ils deviennent diplômés et puis qu'ils s'installent et qu'ils commencent à faire du commissariat aux comptes, eh bien, ils vont chercher une formation qui leur aura peut-être manqué, parce qu'on ne peut pas tout découvrir sur un stage, évidemment, et ça devient des bons professionnels avec le temps. Le contrôle d'activité est là aussi pour renforcer les gens dans l'exercice de leur profession. Alors, ça nous fait peur, hein, contrôle d'activité, parce qu'on va être sanctionné au sens objectif du terme, mais c'est le terme sanctionné, donc ça fait peur. Mais au final, il faut plutôt s'en réjouir, parce que ça garantit cette bonne qualité, et c'est bien pour les stagiaires, c'est bien pour les entreprises. Donc, je ne peux pas te donner de vision de manière claire, parce que je ne suis pas Madame Irma, mais je ne suis pas pessimiste, parce que je pense que tous les professionnels ont compris l'intérêt de garder du commissariat aux comptes. Là, tu vois, on est au mois de juin, il y a les AG qui sont en train de se terminer, il y a eu des renouvellements, plusieurs professionnels se sont vus reconduits dans leur mandat alors qu'il n'y avait plus l'obligation, et puis d'autres, on a perdu, évidemment, parce que les dirigeants ont dit, écoutez, je vous aime bien, mais je ne suis pas ennemi de mes intérêts, si j'ai plus l'obligation, je vais faire l'économie de votre mission. Alors, ce n'est pas souvent de 5 000 euros, c'est plus souvent en dessous, hein, mais malgré tout, c'est une économie substantielle, donc voilà. Et ce n'est pas 100%. Donc, il faut prendre le temps de mesurer ce qui va se passer dans les 3-4 années qui viennent. On aura plus de recul. Et c'est pendant ce temps-là qui est très important que cette fois-ci, et là, je prends un peu ma casquette de candidat, il faut que l'institution soit à l'écoute du marché des PME pour accompagner les cabinets sur la meilleure façon d'apporter une réponse aux attentes de ce marché. Et si on apporte des réponses qui sont en ligne avec les attentes, plutôt que de former les professionnels à écouter leurs dirigeants, on sait faire ça, on le fait déjà en tant qu'expert comptable, d'accord? Si on arrive à faire ce travail vis-à-vis du marché, il n'y a pas de raison que le marché ne soit pas en phase avec l'offre qu'on va mettre en place dans ce cadre-là. Donc, c'est effectivement un axe important. Adrien, il y a deux points sur ta question. Il y a un point à court terme, en fait, c'est je cherche un stage et je veux bien évidemment faire expert comptable et commissaire aux comptes. Donc là, dans les cabinets libéraux qui n'ont pas les heures nécessaires, il y a la possibilité de faire une co-maîtrise de stage. Donc ça existe depuis longtemps. À mon avis, c'est la première chose à faire. Et puis après, il y a une question qu'il y a fort qu'on se pose. Parce que le stage d'expertise comptable, parce qu'en fait, on parle du DEC, qui est le diplôme d'expert comptable, qui donne la possibilité de s'inscrire comme commissaire aux comptes à condition d'avoir fait les 200 heures. Moi, ce que je ne veux surtout pas, c'est que demain, ce diplôme devienne un diplôme à 2 vitesses, avec certains qui peuvent faire expert comptable et commissaire aux comptes, et d'autres qui ne pourront faire qu'expert comptable, parce que ça veut dire qu'à terme, on risque d'avoir l'exercice libéral de la profession qui est en danger. Aujourd'hui, l'exercice libéral de la profession, c'est l'immense majorité. Moi, c'est ma vision, mon ADN en tant qu'expert comptable, c'est l'exercice libéral. Donc, notre mandature, la prochaine mandature, ne peut pas faire l'impasse sur une réflexion sur le diplôme et sur les 200 heures de stage. Bien sûr, et Jean-François le rappelle, il faut que l'institution Compagnie nationale se batte pour valoriser la mission du commissariat aux comptes, mais il faut aussi qu'on réfléchisse en disant qu'il ne faut pas qu'on ferme la porte aux stagiaires sur cette partie-là. Donc, c'est un vrai enjeu et il faudra qu'on le règle dans la prochaine mandature. Et puis moi, je rajouterais un point. Je suis plus attentif à l'audit de façon générale qu'à l'audit légal. Ce que je sais, c'est que
TPE et les PME surtout vont avoir de plus en plus besoin d'audit financier, environnemental, etc. Ça, ce sera une tendance de fond. De toute façon, on n'y échappera pas. On ne va pas y échapper. Par contre, si à un moment donné, on s'accroche toujours, alors je défends l'audit légal, mais si à un moment donné, on s'accroche l'audit légal sans l'adapter, et Jean-François défend cette adaptation de l'audit légal depuis longtemps d'ailleurs, ce seront d'autres acteurs qui viendront faire l'audit dans les PME et non plus les experts comptables commission compte. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est s'assurer qu'on soit en capacité de faire de l'audit, donc d'avoir des auditeurs et de trouver des formations qu'on parle d'auditeurs. Ça peut être de l'audit contractuel, ça peut être de l'audit légal, mais l'important, c'est de la formation d'audit. Donc, je ferai moins la séparation telle qu'elle est faite maintenant entre l'audit légal et l'expertise comptable, mais plus entre l'expertise comptable et l'audit en général, parce que c'est deux métiers un peu différents. Et si on fait ça, l'important, c'est de garder, c'est hyper important pour moi, de garder des auditeurs dans les rangs de nos cabinets. Moi, je vois bien chez moi, par exemple, je le dis assez souvent, j'ai des équipes d'auditeurs et j'ai aussi des équipes qui font de l'expertise comptable. Dans nos managers, ceux qui vont le plus vite en expertise comptable, c'est ceux qui pratiquent l'audit. Parce qu'ils vont à l'essentiel, même en expertise comptable. Je trouve que la démarche est des fois un peu plus rapide. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas se couper de ça, mais je préférais qu'on parle d'audit en général. Parce que sinon, on peut avoir, si on ne s'adapte pas, bon, on va tout faire pour essayer de s'adapter chez ECF, mais si on ne s'adapte pas, eh bien, ce seront d'autres acteurs. Parce que ce qui est sûr, c'est que l'audit, il y en aura de plus en plus besoin dans les PME. Mais après, c'est de savoir qui va le faire. Voilà, c'est ça. Je voulais rebondir sur ça, c'est que quand on s'installe, il faut qu'on fasse des choix, on bosse sur. C'est un réel effort en fait quand on a fait seulement les 200 heures de stage, et ce qui est mon cas et le cas de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on a fait les 200 heures et c'est pas pour autant qu'on fait les 200 heures qu'on est légitime ou qu'on est forcément extrêmement bon, ou qu'on est formé pour exercer la profession de commissaire aux comptes. Et quand on s'installe, c'est pas forcément évident. Il y en a beaucoup parmi d'entre nous qui se disent j'ai pas le temps, je vais pas me consacrer parce que ça va me demander un effort qui est trop important et j'ai mieux à faire. Ça va être plus facile pour moi en expertise comptable qu'en commissariat aux comptes. Qu'est-ce que vous leur répondriez à ces gens-là, à ces jeunes? C'est un cycle complètement légitime. C'est-à-dire, quand je démarre mon activité, n'importe quel entrepreneur qui démarre son activité a pour priorité de dégager du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires qui est facile à aller chercher, il faut le prendre. Et une fois qu'on s'est installé, 1 an, 2 ans, 3 ans, on passe à l'étape d'après si on en a envie et on y consacre le temps qu'il faut. On recrute des personnes qui vont nous accompagner. On peut travailler avec d'autres confrères d'autres consoeurs bien sûr, qui vont nous aider. Mais le rythme que tu évoques, étant donné que le stage d'expert comptable est très orienté sur la technique d'expertise comptable, vous arrivez avec une vraie compétence en tant que diplômé sur l'expertise comptable. Si vous vous installez à votre compte pour faire tout de suite du commissariat au compte, c'est une erreur manifeste d'un entrepreneur qui n'a pas compris. Et là, pour le coup, tu l'as dit toi-même, vous avez tous bien compris. Donc ça, c'est naturel et ce sera comme ça. Et après, tu as pour développer ta mission de commissariat au compte, les contacts que tu as pu créer pendant ta période où tu t'es vraiment consacré au développement de ton cabinet, ceux que tu avais créés pendant ton stage, ceux que tu avais créés avec tes anciens employeurs aussi, et puis tu as les institutions qui te donnent des cycles de formation qui te permettent de te mettre à niveau dans des conditions assez favorables et prendre tes premiers mandats, d'accord ? Mais ce cycle-là, il est naturel. Soit tu as fait une formation initiale dans le stage d'expert comptable dans un cabinet d'audit qui te fait faire que de l'audit, et du coup, il va te manquer des compétences pour faire une 2035, pour faire une déclaration de TVA, même si tu sais contrôler une TVA. Et donc là, tu vas plus démarrer sur des missions d'audit et des missions exceptionnelles. Soit tu as fait un stage en expert comptable et tu as démarré sur l'expertise comptable. C'est naturel. Mais pour autant, tout le monde y accède derrière, à condition d'en avoir envie et d'investir le temps qu'il faut, par étape. C'est l'avantage de notre métier. C'est l'avantage de notre métier d'être une profession libérale. On ne va pas commencer à 30 ans en faisant un métier et on ne va pas sortir à la retraite en faisant exactement la même chose. On commence souvent par l'expertise comptable et puis une fois qu'on a un peu d'expérience, parce qu'il faut quand même un peu d'expérience pour être commissaire aux comptes et pour prendre la responsabilité de signer un rapport de commissariat. Ce n'est pas la même chose de participer dans sa formation à des audits de cycle
et puis de se retrouver à un moment donné avec cette responsabilité de signataire. Mais on peut très bien faire plein de métiers dans notre carrière. Et c'est ça l'avantage de l'exercice libéral. Moi, je me battrai toujours pour cette possibilité de changer en cours, d'évoluer en fonction de son appétence et de ses choix. Et aujourd'hui, on voit bien qu'avec quelques sujets que portent nos institutions, on a envie de resserrer et de mettre les gens dans des carcans, alors que notre richesse, elle est justement de cette possibilité de s'ouvrir et de faire plein de métiers dans une carrière. Donc oui, commencer en expertise, prendre de la bouteille, faire du commissariat, parce qu'on se sent aussi capable de signer un mandat, de signer un rapport. C'est important ça aussi. Alors, d'un autre côté, tout dépend aussi de la stratégie qu'ont les jeunes dans l'installation, parce que même si aujourd'hui c'est plus compliqué avec le relèvement des seuils, je connais aussi des jeunes confrères, consoeurs qui s'installent en voulant faire commissaire aux comptes. Ils ont une stratégie, ils ont des cibles et beaucoup y arrivent. Parce que quand on s'installe expert comptable commissaire aux comptes, comme disait Jean-François, ben naturellement, c'est l'expertise comptable qui domine. Mais quand il y a vraiment une cible déterminée, les gens arrivent avec de la compétence, avec du réseau, comme vous le disiez, avec une envie de développer. Et voilà. Et c'est ce que dit Lionel. L'important, c'est de garder tous ces choix. Moi, j'ai envie que la profession du chiffre garde tous ces choix de libéraux. On a une chance extraordinaire parce qu'on disait tout à l'heure nos périodes fiscales, etc., qui sont dures, c'est vrai. Mais on a une chance extraordinaire. On a une profession à multiples facettes. Quand vous regardez les professions libérales autour de vous, c'est pas pareil. Et ça, faut le garder à tout prix. Il y a un danger qu'on le perde. Mais il faut cette profession plurielle à multifacettes, il faut le garder. C'est exactement ce que je vends aux étudiants quand je vais les voir dans les lycées pour expliquer mon métier. Je leur dis, vous savez, moi j'ai fait des études pendant 8 ans, alors c'est presque autant que quelqu'un qui est devenu médecin généraliste, un peu moins qu'un chirurgien, mais l'avantage c'est que je vais avoir les mains dans la production les premières années de mon activité, puis je vais développer, puis je vais devenir un chef d'entreprise, un manager et un commercial. Et en même temps un très bon technicien sur des sujets qui me plaisent et je vais m'investir là-dedans. Et à la fin de ma carrière, je n'ai plus du tout les mains dans la production. Alors que le chirurgien, lui, il sera toujours en train d'inciser, d'aller mettre les mains dans les patients pour essayer d'opérer, réussir à sauver des vies, certes, mais il aura toujours besoin de faire ce geste chirurgical parce que c'est lui qui doit le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, par notre signature, on prend notre responsabilité, mais on sait s'appuyer sur des gens qu'on a formés qui sont compétents. Et cette forme d'évolution sur une base de technique, c'est une richesse extraordinaire. Et comme l'a dit Jean-Luc, on est certainement une des seules professions à l'avoir. Et donc, vous avez eu raison de venir là. C'est la possibilité de le faire. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on avance un peu puisqu'il reste 17 minutes. Moi, je devais poser une question, mais qui rejoint la question qu'a posée Adrien tout à l'heure sur le stage. Donc, je vais passer à la dernière question que je devais poser, qui était sur les équivalences totales. Donc, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'au niveau du stage, les écoles de commerce et les masters CCA aient des équivalences totales du DSCG? Et puis, ça va rejoindre une question qu'on vient de me faire passer au niveau de la modération, où on nous demande quelle est notre position, nous, justement, sur l'UV1 et 4 du DSCG. Donc, voilà, comme ça, vous donnerez votre position, puis on pourra vous répondre. Il reste 17 minutes, donc il faut aussi qu'on avance sur les sujets que vous vouliez nous poser. Je vais y répondre rapidement. Après, c'est une question qui n'est pas facile, cette question des équivalences. Moi, je vous dirais tout simplement, voilà, nous ne sommes pas organisme de formation. Je pense qu'on n'a pas le recul en fait nécessaire pour pouvoir avoir un regard critique justement sur ces mises en équivalence. En tout cas, pas de mon côté. Et je pense qu'il faut aussi qu'on fasse confiance. Il y a des commissions au sein des institutions qui travaillent dans ce sens. Et moi, je botte en touche. Joker, Steven. Mais écoute, on a droit à 2 jokers. Ouais. J'utilise le même joker qu'Adrien. Bon, moi, je ne vais pas utiliser joker. Puis après, je pense que Jean-Luc et Jean-François donneront leur position. Moi, je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais vous parler sans langue de bois. Moi, je suis absolument contre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donner les équivalences au master CCA, aux écoles de commerce, ça va créer déjà une distorsion dans l'accès au diplôme. Moi, par expérience,
Les masters CCA, les écoles de commerce, bien sûr qu'on veut qu'ils viennent de notre profession, mais il faut qu'il y ait un filtre à l'entrée. Parce que sinon, on va avoir le filtre au DEC. Donc après, l'étape d'après, ça va être de dire le DEC est trop dur, on a trop de déchets, il va falloir donner le DEC. Et puis, l'autre sujet, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de problème d'attractivité au niveau des experts comptables. Moi, quand j'étais expert comptable, quand j'étais contrôleur national du stage, dans la précédente mandature, on a dépassé les 6000 stagiaires. Donc, il n'y a pas de problème de stagiaires. Il y a un problème de collaborateurs dans nos cabinets. Et si demain, on file les équivalences totales du DSCG au Master CCA aux écoles de commerce, tous les étudiants qui commencent la filière et dont certains ne vont pas jusqu'à l'expertise, mais qui ont l'ambition d'y aller au départ, ils iront où tous? Ils iront soit en Master CCA, soit en école de commerce. Et donc, on va tuer toutes les filières qui aujourd'hui permettent de former des collaborateurs, toutes ces écoles de proximité. Et donc, on va encore plus diminuer le nombre de collaborateurs qui arrivent dans la profession, alors que c'est l'inverse. Donc, je crois qu'on est en train de marcher sur la tête. On confond en fait l'attractivité des experts comptables, on a zéro problème, et l'activité de la profession vis-à-vis des collaborateurs. Et c'est sur ce deuxième schéma qu'il faut qu'on travaille, sur cette deuxième piste. Donc, c'est une fausse bonne idée de donner les équivalences au DSCG pour les masters CCA et les écoles de commerce. Par contre, il faut valoriser notre profession pour que ces écoles amènent des gens vers l'expertise. Mais franchement, par expérience, tous ceux qui viennent de master CCA ou d'écoles de commerce, en général, ils sont plutôt bons. Et l'UV1 et l'UV4 n'a jamais été un frein pour eux. La plupart la préparent, la réussissent et rentrent en stage et il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'experts comptables qui viennent de là. Par contre, nous, il faut vraiment qu'on travaille sur les collaborateurs. C'est pour ça qu'on propose école de la profession. Parce que si demain, on veut que notre profession, elle évolue, qu'elle soit capable d'aller vers le conseil, d'être encore plus proche de ses clients, il faut qu'on prépare ses collaborateurs. Ce n'est pas l'expert comptable qui le fera seul. Il faut vraiment que ça soit toute la filière. Et quand on dit les experts comptables ont été engagés dans la crise, ce n'est pas que les experts comptables. On parle d'experts comptables, c'est les experts comptables et leurs équipes. C'est ça qui est important. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à former et à faire monter au niveau tout le monde. Je suis d'accord, je rebondis, excuse-moi, je rebondis, justement, on en parlait, Jean-Luc, au conseil d'administration. Je rebondis beaucoup, Steven. Je rebondis beaucoup, mais j'ai un trampoline. Je suis sur un trampoline, là. Vous ne voyez pas, mais la caméra bouge avec mon corps. Mais justement, j'en discutais au conseil d'administration avec Jean-Luc la semaine dernière. Je trouvais que c'est assez drôle parce que là, on a une période où il y a la période des stagiaires. Et ce qui est plutôt bien pour la profession, hein, c'est que tous les stagiaires qu'on reçoit au cabinet, en tout cas, chez moi, c'est comme ça, ils veulent tous être experts comptables. Il n'y en a aucun qui dit « Moi, je voudrais être collaborateur comptable » ou alors très peu. Donc, c'est à la fois extrêmement bien parce que ça veut dire que notre métier attire et que les gens qui rentrent qui font des études dans la comptabilité de la gestion ont envie d'être expert comptable. Mais en même temps, ça risque de devenir un problème puisque si tout le monde est expert comptable, où seront les collaborateurs? Exactement. Moi, je me permets. Pardon, je suis complètement en phase avec ce que dit Lionel. Ce qu'il faut à tout prix conserver dans la profession, c'est l'ascenseur social. Je parlais tout à l'heure d'une profession qui a l'avantage d'être multifacette. Elle a aussi un autre avantage, c'est que c'est une des rares professions libérales une des professions libérales plutôt, avec un véritable ascenseur social. Et je ne suis pas toujours d'accord, bien sûr, comme vous vous en doutez, avec les actions de Jean Boucault à la Compagnie nationale, même si, bien sûr, je respecte complètement l'homme. Mais par contre, j'étais complètement en phase avec lui quand il défendait la loi Pacte en disant attention, cette profession a l'avantage d'avoir un ascenseur social. Et c'est extrêmement important de le conserver. Et j'étais complètement en phase avec cet argumentaire de Jean. Adrien ? Si je peux me permettre pour rebondir à ce qui vient d'être dit, c'est intéressant. Enfin, moi, je partirais sur un constat et un questionnement également. Parce que là, voilà, on parle des conditions d'accès à la profession. Et on l'a vu tout à l'heure, de par notre enquête, en fait, les gens sont quand même satisfaits en fait du stage. Par contre, il y a un gros mal-être qu'on a relevé, c'est au niveau équilibre vie pro, vie perso. Et il y a aussi donc il y a la moitié à peu près des gens qui ne sont pas satisfaits de cet équilibre-là. Et nous, on a posé une question dans notre enquête. L'idée, c'est aussi qu'on puisse briser la glace. Et je pense qu'on est là pour ça. Il y a quand même 60% des répondants qui ne sont pas payés de leurs heures ou qui ne les récupèrent pas. Sachant que voilà, le salaire, on sait très bien que ces gens-là, souvent, après, ils partent en entreprise parce que le salaire médian, il est beaucoup plus élevé en entreprise qu'au sein des cabinets. Et ensuite, je rebondirai avant de vous poser une première question. On a parlé d'ascenseur social là. Justement, nous, c'est ce qu'on nous dit souvent en fait avant d'avoir le diplôme. C'est nous, on est passé par là.
vous devez en passer par là. Donc là, si je comprends bien, enfin vous, est-ce que vous partagez ou pas cette vision, quoi, en fait? Alors, je ne le dirais pas comme ça. Je pense qu'il y a j'aime bien répondre directement aussi. Non, je partage pas. Je partage pas cette vision parce qu'on peut pas dire parce que déjà les temps changent. Entre quelqu'un qui a commencé il y a 25 ans ou il y a 30 ans, c'est plus pareil maintenant. Il faut aussi faire. Et si on veut, mais c'est très clair dans mon esprit, si on veut avoir une profession qui attire. Il faut payer les gens, il faut que les gens payent normalement. Voilà. Alors moi, mais je sais que ça existe, Adrien, cette histoire de dire on est passé par là, etc. Oui, non, je ne partage pas. Ça, c'est clair. Il y a un vrai travail, à faire auprès de quelqu'un. Non, alors attendez. Il y a deux sujets. Adrien, il y a… À ce niveau-là, Lionel, excuse-moi, je vais Vas-y, je compléterai après. Ouais, je te remercie. Adrien, tu as posé une question, je ne te raconte pas. Elle est très bien, ta question, parce que c'est la confrontation d'une demande et d'une offre. Des jeunes qui sont en train de se former, qui veulent aller jusqu'au bout, qui essayeront et n'arriveront pas pour certains d'entre eux, et puis des cabinets qui ont besoin de jeunes qui permettent de contribuer au développement du cabinet. Et on se rencontre si on a le même objectif. Ce que je veux dire, c'est que chacun a la liberté, et les salariés ont plus de liberté que les employeurs, d'aller chercher autre chose s'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Et ça aussi, ça fait partie de votre travail de stagiaire, d'aller chercher le meilleur environnement pour évoluer sur votre objectif. Et c'est ce qu'il faut répondre à tous ceux qui reprochent à leur employeur de ne pas leur donner ce qu'ils souhaitent avoir pour réussir ce qu'ils veulent faire. Ça, c'est le premier constat que je ferai. Après, je ne donne pas ni de blanc-seing, ni de critique aux cabinets qui ont choisi de ne pas tellement payer les stagiaires, d'après ce que tu dis. Ça existe certainement, ça, il ne faut pas l'occulter. Et les collaborateurs. Mais même les collaborateurs. En tant que salarié, tu as le choix de partir quand tu veux, tu donnes ta démission et il ne se passe rien, sinon que tu as trouvé un autre travail, d'accord? Et dans notre profession, il n'y a pas de souci, vous trouverez du travail. Donc le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est de savoir jusqu'à quand vous voulez vous investir. Parce que ce diplôme, et c'est ce qu'a dit Lionel, il est très difficile à avoir, non pas que techniquement ce soit inaccessible, parce que même un gars comme moi a réussi à l'avoir, il suffit de travailler. Et cette pugnacité qui est la caractéristique de l'expert comptable, c'est-à-dire qu'on ne lâche jamais rien. Quand on est face à une difficulté, quand un client nous sollicite, quand on a des problèmes, on cherche la solution. Et l'équilibre de vie que tu as dit, effectivement, tu as 3 pieds sur lesquels tu t'appuies. Comme chacun d'entre nous, il y a la vie familiale, il y a la vie sociale et il y a la vie professionnelle. Et dans un parcours de vie, tu vas t'appuyer beaucoup plus sur un pied dans un premier temps, qui sera probablement la vie professionnelle, puis la vie sociale en même temps, qui prendra un peu plus de place, et la vie familiale qui va arriver avec les enfants qui grandissent, etc. C'est à chacun d'entre nous de trouver l'équilibre. Mais si tu as un déséquilibre sur un de ces 3 pieds, tout se casse la gueule. Donc ça aussi, c'est à chacun de prendre sa responsabilité. Il ne faut pas reprocher à votre employeur de ne pas faire ce que vous voulez. Il faut vous demander si vous pouvez faire ce que vous voulez ailleurs, dans d'autres conditions, et en parler avec votre employeur. Tu vois ce que je veux dire? Renverser la question, on pourra avoir l'avenir que vous voulez, parce que vous avez tous les moyens de l'avoir. Et je rejoins complètement ce que disait Lionel sur le diplôme. Ce n'est pas parce qu'on en a peut-être bavé pour l'avoir, mais une chose est sûre, c'est qu'il a de la valeur parce qu'il faut aller jusqu'au bout et il faut écrire ce mémoire. Et donc, si on n'est pas capable d'avoir cette ténacité, alors ce métier sera difficile à effectuer. Donc, ceux qui reprochent de ne pas avoir d'équivalent, c'est probablement des gens qui ne seraient pas arrivés au bout, quoi qu'il arrive. Donc, pour moi, il faut pas changer. La question que tu poses, Adrien, elle touche l'attractivité. On ne peut pas se plaindre de ne pas avoir de collaborateurs si on ne les paye pas et si on les cantonne à faire de la saisie ou des travaux et qu'ils n'ont pas de perspective. C'est une question de management. Donc, il faut qu'on soit capable aussi d'offrir des perspectives à nos équipes. Un stagiaire, c'est quelqu'un de particulier. Pour moi, il est déjà dans la profession. Certains considèrent qu'il est au port de la profession. Pour moi, il est déjà dans la grande famille des experts comptables. Mais il faut aussi que le stagiaire se rende compte que le stage, c'est un investissement dans son avenir. Donc, quand on parle des heures, etc., moi, je pars du principe qu'un stagiaire, il doit se comporter comme s'il était expert comptable et montrer ce qu'il est capable de faire. Moi, des fois, j'ai eu des stagiaires qui m'ont dit « Vous verrez, quand j'aurai le diplôme, je serai différent. » Mais non, c'est maintenant qu'il faut montrer.
Par contre, là où tu as raison, c'est qu'un stagiaire qui fait le job, il ne doit pas être payé au lance-pierre. Ce n'est pas acceptable, ça. Mais c'est un investissement dans le futur. On a un métier extraordinaire. Je le disais tout à l'heure, on a un métier de passion. On a un métier d'investissement. Et pour donner du temps, il faut être passionné. Donc voilà, il faut aussi que les gens se posent la question de ce qu'ils veulent faire, de comment ils veulent s'investir. Mais c'est sûr que si on n'est pas capable, nous, de valoriser nos équipes, de bien les payer, on aura quelque part que ce qu'on mérite. Ou ces cabinets-là auront ce qu'ils méritent avec un turnover et une incapacité à garder les collaborateurs. Et tant pis pour eux, quelque part. Ce n'est pas l'institution qui va pouvoir les prendre par la main et leur faire changer leur management. Hein. Ça, moi, j'y ai renoncé depuis un moment. Mais voilà, il faut qu'on fasse ce changement culturel. C'est pour ça que l'attractivité, il y a bien sûr le rôle de l'institution, etc. Et tout n'a pas été fait. Mais il y a aussi une responsabilité aussi de chacun. Il faut aussi savoir le dire. Donc, moi, ta question ne me heurte pas du tout. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Mais c'est bien, ouais, effectivement, de briser la glace et c'est vraiment quelque chose qui est remonté dans notre enquête. Et juste pour finir sur le volet attractivité, j'ai une dernière question parce que je surveille la montre. Donc, on parle d'attractivité, on en a beaucoup parlé, c'était intéressant. Moi, je pense qu'il faut intégrer aussi tout le monde dans l'écosystème, dans notre écosystème. Et on a également eu des remontées en fait sur la prise en charge des frais des stagiaires ou même des équipes. Au Congrès de l'Ordre, par exemple, c'est le plus fort taux en termes d'événements. Il y a un peu moins de 20%. Mais au-delà des événements, donc déjà, on remarque qu'il n'y a pas de prise en charge par les cabinets souvent. Il y a aussi tout ce qui est périphérique, tout ce qui est club ou association. Donc là, pareil, les 20%, c'est des adhésions annexes qui sont prises en charge et notamment par des conventions cabinets. Vous, voilà, quel message vous véhiculeriez là-dessus à tous vos adhérents en fait sur la prise en charge des frais des équipes en fait pour sortir du cabinet tout simplement, échanger, rencontrer du monde et avoir une vision futuriste, j'ai envie de dire. La première réponse que je vais donner, c'est que je ne donnerai rien à un stagiaire ou à un salarié sans qu'il ait été le chercher. Je veux dire par là que si mon stagiaire il veut participer à ces événements et qu'il a des vrais objectifs, on partagera ensemble, soit je le prendrai en charge, soit il aura une prime, soit peu importe. Mais si en revanche, il vient chercher un dû pour aller à une manifestation et pas venir travailler, ça ne va pas fonctionner. Tu vois ce que je veux dire? Donc on ne peut pas faire une généralité, on ne peut pas dire c'est offert. Et c'est à chaque salarié de démontrer son envie et donc du coup de motiver son maître de stage ou son employeur pour participer à la profession. En fait, la question, c'est plus, en fait, on constate qu'il y a si on part du principe que c'est un stagiaire qui est volontaire, il n'y a pas forcément de prise en charge systématique par les Adrien, en fait, moi, je vais un peu compléter ce que dit Jean-François. Donc, en gros, Jean-François dit, moi, si j'ai un stagiaire qui ne bosse pas, je n'ai pas envie de lui payer tout ça. Par contre, tu as 99% des stagiaires qui s'investissent dans un cabinet. Et moi, je trouve qu'il est complètement légitime que le cabinet prenne en charge les frais de déplacement quand ils vont aux journées de formation. Il est complètement légitime que le cabinet prenne en charge les associations. Parce que quand on est stagiaire, normalement, on est dans une démarche de faire son stage et de continuer dans le cabinet dans lequel on a fait son stage. Maintenant, il y a peut-être des cabinets qui se servent des stagiaires comme de la main-d'œuvre bon marché, qualifiée, et il y a un grand turnover. Donc là, peut-être que l'annexe a aussi un rôle à jouer en listant ces cabinets et en dissuasant peut-être certains stagiaires d'aller dans ces cabinets parce que ce n'est pas logique. Mais il faut prise en charge. Parce que quand un stagiaire va au club fiscal, il n'y va pas pour lui. Il y va dans le cadre de sa mission, dans le cadre de clients qui gèrent au cabinet pour faire un meilleur conseil. Et pareil, on a eu une problématique. Alors qu'à ECF, on a réussi à faire avancer les choses sur la prise en charge du coût du stage avec le passage des AGFOS à l'OPCO Atlas. Mais pareil, c'est le rôle des institutions. Moi, quand j'ai vu cette problématique en PACA, on a voté immédiatement une subvention de 200 000 € pour permettre de baisser le coût du stage. Parce que pour moi, il ne faut pas que le coût du stage, ça soit un frein pour prendre des stagiaires. Parce que sinon, ça veut dire que les gros cabinets prendront des stagiaires, les petits n'en prendront plus. Il faut qu'il y ait une égalité. Et donc, voilà, il faut qu'on s'investisse sur ces sujets. Pour moi, c'est capital. Un stagiaire, il fait partie de la profession. Et donc, quand il va en formation, il doit être pris en charge. Moi, c'est ma position et je la défends depuis quelques années. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Lionel. Il n'y a aucun souci. Je rajouterai, Adrien, du e-learning qui doit être fait et qui prend un peu de temps. Et parfois, ce n'est pas facile de le faire chez soi parce que tout le monde a fait du télétravail. On a tous compris qu'il y a des environnements qui sont moins confortables que d'autres pour le faire. Donc ça aussi, dans des cabinets, on va accepter que le collaborateur, le stagiaire, il fasse ça au cabinet sur son temps de travail.
Et puis d'autres cabinets, on va lui dire non, ça c'est ta formation personnelle, tu le fais chez toi. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je dis que c'est l'hétérogénéité qui fait qu'il y a une offre et une demande qui se rencontrent ou qui ne se rencontrent pas. Donc il faut aussi dire aux stagiaires, et c'est le rôle que je joue quand j'accueille des stagiaires au niveau de l'ordre pour les formations que je fais, que j'anime. Prenez-vous en charge, partagez entre vous les hétérogénéités et identifiez ce que vous voulez faire et cherchez ce que vous voulez trouver. Et je termine, je vais à l'heure avancée. Je terminerai peut-être simplement par, moi, comme tout le monde, pas comme tout le monde, mais moi, en tout cas, il y a longtemps que j'ai fait mon stage. J'étais tombé sur un bon stage, sauf que je n'étais pas beaucoup payé à l'époque, mais c'était tout le monde. Et je peux aussi avoir la faiblesse de dire, ah oui, de mon temps. Mais ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur parce que le temps est passé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'équilibre recherché entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et si quelque part, quand j'ai ce réflexe de penser comment c'était avant, ça n'avance pas. Parce que de toute façon, le temps a changé. Il faut bien tenir compte de ce meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Hein, j'en parle aussi avec mes enfants. Et si les confrères ne le comprennent pas, et des fois, j'ai aussi la faiblesse moi-même, des fois, ça n'avancera pas. Aujourd'hui, il y a cette évolution. Le monde professionnel sera différent encore dans 20 ans, etc. Et c'est toute l'adaptabilité qu'il faut avoir aussi sur ça. Et donc, les stagiaires, en effet, il faut qu'ils soient, comme le dit Jean-François, volontaires, demandeurs, etc. Mais il faut aussi, bien sûr, que le dirigeant puisse l'aider au maximum, parce que quelque part, le stagiaire, souvent, c'est lui qui va reprendre le cabinet. Mais il ne fera peut-être pas, tout en étant patron, il ne fera peut-être pas les 60 heures que faisait son prédécesseur. Il fera différemment parce que les temps changent. Et au niveau des équipes, on le sent bien. Et voilà, l'adaptation. Bon, je vois, on n'a pas traité toutes les questions, mais je crois que ce n'est pas très grave. Je vois qu'il est 17h01. J'espère qu'on a pu… En tout cas, merci de ces échanges. Merci à vous. Et Adrien. Je crois que ça a été des échanges, en effet, sans langue de bois. Aucune des questions nous ont gênés. Elles étaient légitimes parce qu'on connaît bien les sujets. Et puis, de toute façon, je vous souhaite de nous revoir très bientôt parce que les lives, c'est bien, mais les réunions physiques, c'est encore mieux. Steven, c'est vrai qu'il y avait le conseil d'administration il y a la semaine dernière. Mais encore une fois, merci d'avoir participé à ces échanges. Et puis, à très bientôt. Salut. À très bientôt. Au revoir. Tout le monde, merci beaucoup. Au revoir.